Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de deux films actuellement à l'affiche qui font beaucoup parler d'eux en ce mois d'avril 2023 et dans des registres très différents. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Super Mario Bros. Le film. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, il va être question des Trois Mousquetaires d'Artagnan, premier volet du diptyque Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, adapté d'Alexandre Dumas, et également Super Mario Bros. Le film, événement tant attendu, l'adaptation cinématographique de la saga vidéoludique de Nintendo par Illumination. Et je commence tout de suite par Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon, écrit par les scénaristes de Papa ou Maman et Papa ou Maman 2, oui, c'est très étonnant. Donc je rappelle leur nom, donc il s'agit d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, ouais, donc qui adapte Alexandre Dumas, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'au vu des premières bandes annonces, moi j'étais plutôt étonné, je dis tiens, ça pourrait être un divertissement de bonne facture, populaire, ouais, ça pourrait être assez intéressant. Et puis, donc voilà, je me lance dans cette aventure. Alors, sans spoiler, bien sûr, dans cet épisode, vous allez avoir donc l'arrivée de D'Artagnan à Paris, qui va vouloir devenir mousquetaire et qui va donc, voilà, essayer de rejoindre, il va rejoindre justement cette équipe des Trois Mousquetaires. Et donc, au niveau de l'intrigue, pour pas trop spoiler, je vais passer très vite à la critique, c'est en gros l'épisode des ferrets de la reine, voilà, donc qui va être quand même une intrigue assez intéressante, prenante, voilà. Et voilà, donc je fais assez simple, bien entendu. Je pars du principe aussi que vous connaissez sans doute l'histoire des Trois Mousquetaires. Voilà, donc je vais passer très vite à la critique. Donc, que penser de ce film? Waouh! Alors, déjà, on sent très bien que l'envie de copier les Américains, entre guillemets, parce que c'est un petit peu ça quand même, l'idée de production derrière, on le sent bien, c'est pas forcément, pour moi, très intéressant. Parce que, justement, pour moi, c'est pas un bon argument, en fait. C'est pas un bon argument pour un projet honnête de cinéma, pour une production française qui a envie d'insuffler quelque chose. Voilà. En tout cas, ce film ne peut pas insuffler, à mon sens, une aura assez forte pour inspirer les pays voisins. Mais je pense pas que ce soit son objectif, bien entendu. Vous connaissez ma devise, prenez les films pour ce qu'ils sont. C'est un film, voilà, une production française pâtée, donc blockbuster français, on va dire, qui est censé séduire, je pense, un public français en s'inspirant de ce que font, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe avec les séries genre Game of Thrones, ce qui se passe aussi avec, je sais pas, le DC Comics, voilà, du DCU, notamment avec Batman, j'en sais rien, mais voilà, on sent qu'il faut faire du dark, il faut faire du sombre, il faut plaire à un public un peu, je sais pas, trentenaire, vous voyez, ou quadra, et donc voilà, les intéresser sur une saga qui en même temps est du répertoire. Donc ça c'est intéressant parce que je sais qu'il y a eu un gros travail en amont de listing pour savoir quelle œuvre pourrait être intéressante justement à adapter. Donc on sent clairement que le but c'était de voir avec quelle œuvre française on pourrait faire quelque chose une saga palpitante à l'américaine en gros. Pour faire simple, et donc le choix s'était arrêté sur les Trois Mousquetaires. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'adaptations des Trois Mousquetaires, je ne vais pas revenir sur toutes les adaptations, bien sûr. Alors la dernière en date, je crois que c'était celle si je ne m'abuse, c'était celle de Paul W.S. Anderson, donc le réalisateur de Resident Evil, ouais. C'est pour vous dire. Voilà, alors c'était assez solaire, c'était pas extraordinaire, mais bon, c'était assez réjouissant, divertissant, c'était plutôt solaire en tout cas. Et c'est vrai que là, on est totalement dans une ambiance sombre. On a une image qui est sépia, qui est vraiment avec une luminosité très faible. Pendant tout le film, vous avez en fait la même colorimétrie, la même idée de couleur. Alors, à part dans les séquences un peu marines, vous verrez quand ils sont dans les bateaux, etc. Donc là, évidemment, on est sur une espèce de nuit américaine, ou des trucs un peu bleutés, en tout cas des filtres un peu bleutés comme ça. Bon, voilà. Et tout le reste, voilà, il y a un truc dans les oranges, dans les jaunes, tout ça, et puis très, très sombre, très noir et tout. Donc voilà, donc l'idée c'est d'assombrir l'image au maximum, mais c'est vrai que parfois on se demande si tout n'a pas été vraiment pensé en post-production. C'est un petit peu ce qui me dérange dans le film au niveau esthétique, c'est-à-dire, bon ok, on peut partir du principe que c'est un parti pris, ça me plaît pas, mais ce truc un peu sombre, on sent que ça n'a pas forcément été pensé le jour du tournage, vous voyez. Et c'est ça que je vois, c'est les rajouts en post-prod. Qui me dit ouais, ça a été un peu trop travaillé après coup ça. Voilà. Et c'est dommage parce que voilà, on peut penser son film en termes d'esthétique de manière beaucoup plus forte
au moment du tournage. Voilà, donc voilà, je suis pas sûr qu'ils aient tout maîtrisé le jour du tournage. Ils se sont petit à petit, même d'ailleurs, le réalisateur Martin Bourboulon avait revu d'anciens films, un peu de KPDP, je sais plus, il s'était nourri un peu d'autres films avant le tournage pour se mettre dans l'ambiance, mais on sent, vous voyez, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi avoir une envie, une identité forte, une véritable envie personnelle, vous voyez, et voilà, et je trouve que voilà, ce qui manque, c'est une patte vraiment personnelle de Martin Bourboulon, parce que là, ce qu'on sent davantage, c'est Pathé, les gros moyens, et débrouille-toi, et Martin Bourboulon n'est pas quelqu'un qui est réalisateur de films d'aventure, d'action. Voilà, il a fait 2 comédies, Papa ou Maman, avec donc les mêmes scénaristes, eux aussi qui font plutôt de la comédie. Donc, et c'est tout le problème quand on veut faire un film sombre. C'est que justement, ils font un film sombre, ok, très bien, mais alors, au niveau des dialogues, ça joue sur le comique à fond. C'est-à-dire qu'on a énormément de situations comiques, d'humour, etc. Et donc c'est en décalage avec l'image sombre, l'ambiance dark et tout. Donc et pourtant, Dieu sait que l'intro est soignée. Hein. Moi je crois qu'une de mes séquences préférées, je pense que c'est l'intro parce que, voilà, même si c'est un peu cliché, hein, clairement, parce que ce film joue sur beaucoup de clichés de mise en scène et esthétique. Le fait qu'il soit tout le temps dans la boue, crasseux, voilà, il y a la pluie tout le temps. Voilà. C'est le genre de truc vraiment où on sent que c'est vraiment pour faire du sombre et pour plaire en fait, on va dire, à un large public qui va pas être surpris. En fait, il va jamais vraiment être surpris par ce qu'il voit. En fait, on sent que ce film veut plaire au public en lui donnant ce qu'il a envie de voir en fait, parce que on sent qu'il y a une espèce de, j'ai envie de dire, de benchmark, d'études de marché qui aurait été fait pour savoir en amont qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. On va faire un espèce de truc un peu à la Game of Thrones, on va faire un espèce de truc, j'en sais rien moi, la DCU, voilà. Donc voilà, on sent que c'est pas forcément pour les bonnes raisons que ce film, voilà, que les producteurs et les cinéastes veulent plaire au public. Voilà, je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi avoir l'audace, un minimum, vous voyez, je ne demande pas beaucoup, mais plutôt de faire en sorte que le public rejoigne notre cause plutôt que ce soit à nous, enfin à eux, cinéastes, de se plier aux exigences des spectateurs. Et je trouve que c'est un peu ça le problème, c'est qu'on voit trop que c'est un film, on voit trop la dimension commerciale. Je ne dis pas que, évidemment, le cinéma est une industrie, mais on sent trop justement les ficelles derrière et les mauvaises raisons pour lesquelles ce film a un peu été fait. Voilà, je suis un peu cash comme ça, mais c'est un peu ça. Et je trouve que moi, c'est ce qui me dérange, c'est que déjà, on a un casting, il y en a beaucoup qui ont autour de la cinquantaine. Je pense à Romain Duris et Vincent Cassel. Vincent Cassel, c'est peut-être le plus étonnant. Pour jouer des jeunes premiers trentenaires, déjà, je pense qu'il y a un décalage. Bon, c'est pas le plus grave, si vous voulez. Mais on sent que, comme par hasard, ce qui prime, c'est d'avoir des grosses vedettes. Parce que ça va assurer les entrées, etc. Bon, très bien. Pourquoi pas? Mais si j'enlève tout ça, parce que ça, évidemment, c'est autour du film, pourquoi pas? On peut se dire, ok, Vincent Cassel est plus âgé, c'est pas grave. Dans les années 2000, la plupart des super-héros, pareil, Tobey Maguire en Spider-Man, étaient plus âgés, voilà, c'était pas un ado, voilà. Donc, pourquoi pas? C'est pas le problème, c'est pas tant le problème, mais c'est-à-dire que ça rajoute, en fait, ça rajoute au problème. Parce que dans le film, malheureusement, les 3 mousquetaires, les 4, si on rajoute D'Artagnan, eh ben, n'ont pas grand-chose à bouffer. Alors D'Artagnan, ça va, parce que c'est le héros principal, c'est le protagoniste en fait. Donc lui, ça va, on le retient. On retient aussi Vincent Cassel, parce qu'il va être assez touchant, parce qu'il va y avoir une histoire d'injustice aussi. Hein. Il y a les ferrets de la reine, mais il y a aussi l'arc un peu narratif sur Athos, hein, c'est Athos de mémoire. C'est ça que je mélange pas tous les mousquetaires, justement, oui. Athos, Vincent Cassel. Il y a cet arc narratif-là. Mais Romain Duris, alors qui était déjà dans Eiffel, faut rappeler aussi qu'il était un semi-échec quand même Eiffel, hein, très critiqué, notamment sur le fait, voilà, cette romance beaucoup trop présente voilà, entre Gustave Eiffel justement et donc le personnage d'Emma Mackey. Voilà, Romain Duris et Emma Mackey, voilà, déjà la romance c'était compliqué. Là aussi il y a une romance entre D'Artagnan justement et Constance Bonacieux interprétée par Lina Coudry. Donc voilà, François Civil, Lina Coudry. Il y a un côté très niais dans cette romance.
Alors déjà, vous voyez, et alors voilà, le temps de présence des acteurs, je pense notamment à Pio Marmaille en Porthos, qui est pourtant un bon acteur, n'a rien à bouffer dans ce film. C'est un film de 2 heures, et il apparaît en tout et pour tout, enfin je sais pas, il a très très peu de répliques en tout cas, hein. C'est vraiment, ouais, il a un temps de présence à l'écran très très faible. Donc vous voyez, c'est compliqué aussi de faire un esprit de camaraderie quand vos personnages principaux, bah, vous leur donnez pas de quoi bouffer. Et c'est terrible parce qu'on sent que ce film, malheureusement, élude beaucoup trop de moments importants, de scènes d'exposition, qui sont importantes pour qu'on puisse s'attacher à un moment donné au personnage. Et là, le problème, c'est que non, on voit trop le concept autour. En fait, on voit le concept Les Trois Mousquetaires, on voit vraiment le projet film, etc. Mais on ne voit pas derrière l'humanité, l'œuvre. Ça manque d'âme, en fait. C'est une œuvre qui manque d'âme, voilà. Donc c'est trop... Voilà, on sent le truc trop fabriqué, quoi. Vraiment. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est très compliqué. Alors, c'est très compliqué à critiquer, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action, c'est très difficile de savoir si elles ont été véritablement bien pensées ou si, parce que c'est fait en plan séquence, je vous explique très rapidement, en fait, il y a des chorégraphies magnifiques, enfin, en tout cas, elles ont l'air magnifiques, et évidemment, donc, voilà, ils ont décidé de faire ça en plan séquence. Alors, n'est pas Sam Mendes qui veut ou Roger Deakins, hein, ce fabuleux directeur photo, mais voilà, on a des scènes d'action en plan séquence, pas évident à gérer tout ça. Donc c'est à peu près lisible quand même, hein. C'est globalement assez lisible, donc ça va, c'est réjouissant parce qu'il y a une certaine chorégraphie de ça. Mais parfois on se demande si ce plan séquence n'est pas utilisé justement pour un peu esquiver le fait que les chorégraphies n'ont pas été plus pensées que ça et que filmer de cette manière pourra masquer un petit peu justement le manque de travail. Donc c'est très compliqué de savoir si c'est vraiment virtuose ou si c'est un peu de l'esbrouf. Voilà. Bon, moi j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais voilà, je suis peut-être un peu dur, mais voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un minimum quand même. Les scènes d'escrime sont quand même valables, mais voilà, cette histoire de plan séquence, je sais pas si, et notamment de vues subjectives, pareil, il y a des vues subjectives qui sont pas mal, mais comme tout est tourné en plan séquence, tout devient un peu une espèce de... Ouais, vous voyez, c'est une espèce de bouillie de plan séquence, un peu caméra à épaule, mais pas très bien géré. Donc c'est lisible, hein, je dis pas. Mais ça pourrait être plus stable, plus... voilà, et je pense que c'est encore un peu brouillon en termes de lisibilité sur les scènes d'action. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on n'est pas loin d'un truc plutôt lisible et bien foutu, quoi. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur ces parties-là. Et voilà, donc ensuite... comme je vous le dis, moi, mon problème, c'est que Martin Bourboulon, on sent qu'il veut, en fait, il est sur le point de tisser sa patte au fur et à mesure de ses films, sa patte artistique. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il profite en fait de ce gros projet pâté, blockbuster, voilà, justement. Est-ce qu'il profite de ce gros budget pour essayer de se définir en tant que cinéaste? Et c'est là que ça me dérange, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été assistant réalisateur, il faut rappeler, hein, Martin Bourboulon, de Bertrand Tavernier notamment, sur plusieurs de ses films, et il y a eu aussi des collaborations en tant qu'assistant réa toujours avec Rapneau. Voilà. Donc Jean-Paul Rapneau, voilà, c'est évidemment Cyrano de Bergerac. Hein. Faut pas oublier en 90 avec Depardieu. Et lui, il savait vachement bien justement diriger ses acteurs. Là, ils sont un peu laissés voilà, en mode pilote automatique, hein, vraiment, ça cabotine un peu. J'ai pas trouvé que c'était du niveau des acteurs, justement. C'est-à-dire, Romain Duris, normalement, vaut mieux que ça, en termes d'acting, en termes de... Voilà. Et tous, je trouve, ils sont un peu en dessous. Peut-être celui qui sort du lot, ce serait peut-être Louis Garrel, en Louis XIII. Parce que lui, vraiment, ouais, il arrive, je ne sais pas s'il était bien dirigé, mais je pense qu'il s'est très bien autodirigé, si c'est le cas, parce que vraiment, ouais, même si évidemment c'est un personnage qui est comique, parce qu'il est roi, mais on sent qu'il n'est pas à sa place, et qu'il en joue, et que voilà, donc voilà, le côté comique avec Louis Garrel, ça fonctionne bien. Son personnage a un minimum de relief. Lina Coudry aussi, ça marche plutôt pas mal. Ce que je dis, c'est la romance qui est très niaise. Moi, je me souviens dans la salle,
Bon, quand il y avait les scènes entre François Civil et Lina Coudry, voilà, ça rigolait un peu. Les gens se disaient, oh non, quand même pas, enfin, c'est pas de ce niveau-là. Enfin, et voilà, les scènes de romance tombaient un peu à plat, quoi, parce que c'était niais, c'était cliché, c'était. Voilà. Et à l'image d'ailleurs de l'aspect crasseux des personnages, qui se battent un peu toujours dans la boue, qui tombent dans la boue, il y a toujours ouais, il y a toujours la pluie, etc. Enfin, on sent que c'est un peu les clichés vraiment qu'on a vu 1000 fois dans ce genre de production. C'est dommage de ne pas essayer d'insuffler quelque chose de nouveau. Voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est moyen. Voilà, c'est un film qui est moyen. Hein. Ça va plaire peut-être aussi à un type de spectateur qui n'a pas l'habitude d'aller beaucoup au cinéma en dehors justement des blockbusters. Bon, clairement, hein, moi je pense que ça s'adresse à ce public-là. C'est pas très grave. Je pense que le film remplit sa mission à ce niveau-là. Par contre, de là à ce que le film, mais c'est pas l'ambition, je sais très bien, je précise, mais de là à ce que ça inspire nos voisins, je suis absolument pas sûr. Hein. Là, je crois que vraiment, non. Non, on sent beaucoup trop que l'idée, c'était de piocher voilà, dans une œuvre française qui avait un potentiel pour faire une saga qui ressemble à peu près aux grosses productions américaines. Mais ça fait tellement longtemps qu'à chaque fois qu'on a pour objectif de copier les Américains, ça se plante, ça ne marche jamais. J'arrive pas à comprendre qu'on soit pas plus audacieux que ça à se dire « essayons de faire une identité française au cinéma » dans des grosses productions pareilles. Pourquoi on n'est pas capable? Et pourquoi on choisit des cinéastes qui n'ont rien à voir, comme à l'image d'Astérix? Pourquoi on va chercher des réas qui n'ont pas touché, à un moment donné, à une scène d'action, qui ne savent, voilà, ou des films en costume, ou des films à gros budget, et qui n'ont pas cette expérience ou qui n'ont pas cette prétention-là? Donc évidemment, c'est intéressant pour Martin Bourboulon, c'est intéressant pour Mathieu Delaporte, et Alexandre de la Patelière, bien entendu que c'est intéressant pour eux, pour leur évolution, pour leur carrière. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème de se dire mais pourquoi ne pas en profiter pour définir sa patte C'est là qu'on devient cinéaste. Martin Bourboulon, c'est son 4e film là. Donc il y a un moment donné, il y a 2 papas ou mamans. Et là aussi, en termes de direction d'acteur, je pense que déjà à l'époque, il y avait un souci parce que je pense que Marina Foïs et Laurent Lafitte, heureusement, l'alchimie fonctionnait très très bien entre eux. Parce que finalement, quand je vois comment il dirige Romain Duris dans Eiffel ou dans Les Trois Mousquetaires, je pense qu'effectivement, il y a un souci. Donc, je pense qu'il est meilleur. C'est terrible à dire. Hein, c'est un peu dur, je suis peut-être un peu dur, mais je pense que Martin Bourboulon, voilà, il a été habitué à être assistant réa, pourtant c'est dommage parce que ça pourrait être le même argument pour dire la naissance d'un grand cinéaste qui a commencé à côté des plus grands en tant qu'assistant réa. Mais il aurait dû, je sais pas, peut-être plus se nourrir de... Je sais pas, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ce film, je vais pas critiquer, mais totalement, mais... Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Et Dieu sait que, voilà, je vais prendre l'exemple des Japonais. Les Japonais, à quel moment ils se disent, pareil, on va copier les Américains Non, ils font leur Japanimation, qui est formidable. Ils inspirent les autres à tel point que ça donne envie à des Français ou à des Américains de faire un peu aussi, de copier la Japanimation. Mais ce qui était bien, par exemple, dans J'ai perdu mon corps, par exemple, de Jérémy Clapin, c'est que c'était un film d'animation français, avec une esthétique française, mais avec un soupçon vous voyez, d'influence japanisante. Mais c'était pas 100% du film, quoi. Et là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a bien 80-90% du film dans ses intentions de mise en scène et de réalisation qui sont pompées sur des œuvres qu'on a déjà vues sur Netflix ou dans les blockbusters. Donc voilà, ou chez Marvel. Et donc c'est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors, peut-être que celle qui se démarque encore, c'est Eva Green, parce que, évidemment, elle est habituée à jouer ce genre de rôle de femme fatale, dark et tout, avec des costumes de fou, etc. Donc, ça lui va très bien. Mais ça, c'est ce qui marche aussi, je pense, c'est que Milady, voilà, est badass, voilà, ça fonctionne très très bien. Mais, voilà, en tout cas, ce film me donne pas envie de voir la suite, parce que je sais que je vais avoir la même proposition de cinéma. Je ne vais pas être étonné, je ne vais pas être époustouflé, je sais que je vais avoir la même proposition. Et malgré les quelques tentatives de hors-champ dans des séquences d'action, parfois, oui, il y a 2-3 trucs, d'accord, ok, mais c'est pas suffisant. Et cette image que j'ai vue, enfin voilà, j'ai une couleur en tête, ce film n'est pas assez nuancé, que ce soit dans le traitement de ces personnages, qui restent toujours en superficie, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas assez de relief, je suis désolé dans les personnages, non. Et puis on n'est pas... Voilà, il y a moyen de faire une équipe formidable des Trois Mousquetaires
et vraiment d'avoir beaucoup plus d'émotions, mais on ne peut pas s'attacher à ces personnages qui n'ont pas de présence à l'écran. Je me répète, mais c'est pas possible. Et s'ils ont de la présence à l'écran, le peu qu'ils aient, il faut l'exploiter dans ce cas-là de la meilleure des manières pour susciter l'émotion. Mais on sent qu'on veut juste susciter le divertissement. Mais c'est du divertissement pour du divertissement à la fin. On élude trop de moments importants dans l'œuvre de Dumas. Et voilà, donc on se sert de Dumas, c'est un peu le faire-valoir d'un produit de bonne facture qui est là pour en mettre un peu plein la vue et basta, quoi. Voilà, donc c'est un peu tape à l'œil. Et encore, je préférais que ça y aille plus dans le tape à l'œil, tant qu'à faire. Mais il faudrait qu'il assume. On ne peut pas faire un film sombre et faire des blagues et tout prendre à la rigolade. C'est un film qui prend tout à la rigolade. Ses personnages, les situations de romanesques, tout ça. Non, on n'en veut pas. Il ne faut pas que le spectateur pleure parce qu'il est là pour se divertir après le travail. Enfin, vous voyez, c'est un peu bête ce que je dis. Peut-être. Enfin, désolé, mais c'est ça, quoi. Ça se voit trop. Pour quel public c'est réservé. C'est ça qui est dommage, c'est de ne pas faire plus, quand même un peu plus, quoi. Essayez justement de profiter de ces œuvres-là pour ramener le public que vous visez et de l'élever, ce public. C'est ça qui serait plus intéressant que de lui servir la soupe qu'il a déjà eue 1000 fois. Il n'y a rien qui sera étonnant dans cette seconde partie. Vous verrez le même film, je vous l'assure. Vous verrez le même film. D'ailleurs, c'est un film de 4 heures coupé en deux. Hein. On va pas se mentir. Faut arrêter. Hein. Dans l'idée, ça fait trop ça. Hein. Vous arrivez à la fin du film, ok, vous avez compris que c'est clairement coupé en deux. En tout cas, ça donne vraiment l'effet d'un film coupé en deux. Hein. Vraiment. Donc, non, il y aura pas de surprise si ce n'est le sort des personnages, l'arc narratif sur Milady. Bon, d'accord, très bien. Mais bon, je pense que vraiment, ça vaut pas le coup. Voilà, donc écoutez. Franchement, voilà, c'est pas scandaleux, vous pouvez y aller. Mais parfois, on n'est pas loin, je suis pas loin de me dire qu'on est du niveau de Jacou le Croquant, de Laurent Boutonnat, quoi. Je veux pas exagérer, mais vraiment, c'est... Voilà, donc en tout cas, c'est sûr, c'est pas du De Broca ou du Rapno, hein, c'est du Bourboulon, mais à la fin de la séance, vous vous dites pas, j'ai rencontré un cinéaste, quoi. J'ai vu un film de divertissement produit par Pathé, par Jérôme Sédou, et voilà, mais ouais, je vois pas le cinéaste derrière, quoi. Non, ça manque d'identité pour Martin Bourboulon. Ouais. Je pense qu'il faut encore qu'il réfléchisse justement à quelle est sa patte cinématographique, voilà, son identité cinématographique. Voilà, donc écoutez, ce sera tout en tout cas pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon. Je passe maintenant à Super Mario Bros, le film, et là aussi, voilà, un événement tant attendu. Alors là, ça fait beaucoup plus longtemps que c'est attendu. Depuis le temps que cette saga existe, depuis 85, sur Famicom, ensuite sur Nintendo, pardon, sur Super Nintendo, etc., Nintendo 64, GameCube et jusqu'à la Switch, on a eu je ne sais combien de jeux Mario. Alors évidemment, il y a les classiques en 2D, vous savez, on casse des briques, etc. Il y a eu évidemment le Mario Kart, il y a eu évidemment les Mario Party, tout ça. Donc il fallait trouver un moyen, les Smash Bros notamment aussi, trouver un moyen de réunir tout ça, hein, bien sûr, et les personnages aussi de l'univers étendu, quelque part, même si évidemment il y a aussi le côté où finalement premier Mario c'est aussi le premier Donkey Kong en même temps, enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il y a Donkey Kong notamment. Voilà, donc voilà, là, donc je vous le dis, on est vraiment sur une critique beaucoup plus geek là pour le moment, pour le coup, mais enfin sur un film geek entre guillemets. Mais pourquoi j'en parle, pourquoi je décide de vous en parler, c'est parce que je trouve que la proposition est honnête. Voilà, on va être clair, j'ai aimé ce film, je vais aller très très vite. Ce n'est pas uniquement réservé, et je tiens à le préciser, c'est important quand même, ce n'est pas uniquement réservé aux fans hardcore de Mario, déjà parce que voilà, vous êtes quand même très aiguillé dans ce film, hein. L'origin story est très très bien racontée, ça reprend un peu au début, donc finalement l'introduction, c'est un peu l'introduction quelque part du nanar de 93, mais beaucoup mieux fait bien entendu, hein, je ne vais pas comparer, mais on reprend un peu ça pour ensuite les amener dans le royaume champignon et arriver à... Voilà, c'est juste le prétexte un peu, je veux dire, voilà, l'introduction à Brooklyn pour
lancer les aventures de Mario pour faire son origin story, pour qu'on comprenne un peu qui est ce personnage, et après le faire évoluer dans le monde qu'on connaît pour ceux qui ont joué au jeu. Et pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, eh bien, franchement, à moins d'être sorti d'une grotte, vous connaissez quand même, je pense, Mario. C'est comme ne pas connaître Mickey chez Disney. Il y a un moment donné, il ne faut pas déconner. C'est la mascotte de Nintendo et tout le monde connaît à peu près, je pense, Nintendo. C'est comme voilà, Sonic chez Sega. Et encore, je pense que Mario est davantage connu, hein, clairement. Déjà, il a vraiment, voilà, il faut savoir que les consoles Nintendo ont été les consoles les plus familiales. Voilà, ils ont eu des consoles qui ont été en tout cas vendues par des personnes, enfin achetées par des personnes qui n'étaient pas gamers à la base. Hein. La Wii, voilà, notamment, ça a été un très bon exemple d'une console qui n'était pas clairement destinée aux geeks, hein, aux gamers. Donc c'était justement pour dire le jeu vidéo, c'est pas qu'un truc de geek, pas qu'un truc. Voilà. Donc forcément, vous avez touché à un moment donné un jeu Mario où voilà, vous avez entendu parler de Mario, où vous connaissez un petit peu 2-3 répliques, où vous savez que c'est des plombiers, voilà, moustachus avec des salopettes. Bon, vous connaissez à peu près. Il y a même un sketch du Palmacho. Je veux dire, si c'est pas rentré dans l'inconscient collectif, c'est qu'il y a un problème. Parce que encore, que ce soit un phénomène de pop culture. Vous voyez, un phénomène de pop culture, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est de la pop culture, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais l'inconscient collectif, c'est plus fort. Et à mon sens, je pense que Mario, oui, est davantage entré dans l'inconscient collectif, clairement. On le voit, et je vous le dis, voilà, par les sketchs, vous voyez, même des duos de comiques d'aujourd'hui nous font des sketchs sur Mario. Il y a eu beaucoup de jeux. Et Mario Kart, d'ailleurs, fait partie aussi dans l'inconscient collectif. Je pense que voilà, l'histoire de carapace, de je te lance une peau de banane, une carapace, on sait très bien, voilà, on comprend d'où ça vient, et geek ou pas geek. Donc je pense que voilà, ce film de base, ce qui est formidable déjà, c'est que ça fait énormément de temps hein, que Nintendo n'a jamais adapté véritablement, correctement une œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, tout est parti du film de 93, hein, Super Mario Bros, qui a tout foutu en l'air. Parce qu'ils étaient à perte. C'était quoi 28 millions, je crois, de pertes de dollars. Ils se sont dit, jamais de la vie, on va recommencer. Alors, je pense que déjà, c'était un peu tôt pour faire le film, ça peut être un des arguments, mais ça peut être aussi le fait de l'avoir fait en live action. Et je pense qu'ils ont compris, à cause du nanar de l'époque, qu'il déjà, il ne fallait pas faire de live action, c'était voué à l'échec. Ensuite, il y a eu, à mon avis, la leçon de Sonic qui mélange les deux. Pareil chez Sega, et on a bien vu que c'était catastrophique. Voilà. Parce qu'il y a un univers suffisamment riche chez Sonic pour pouvoir rester dans le monde de Sonic. Pourquoi les amener dans le monde des humains, le monde qu'on connaît? C'était la même erreur avec les Schtroumpfs, qui n'est pas un jeu vidéo, mais quand même, les Schtroumpfs, enfin, à la base du moins, les deux volets là, les Schtroumpfs, les films américains, et tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Et voilà, donc il y avait ces problèmes-là, et là, d'un seul coup, on nous promet, j'avais vu 1 an à l'avance, donc un film Mario en animation, full animation. Déjà, meilleure idée ever, parce que pour adapter ce monde en fait, de Mario, etc., tu penses directement à l'animation, clairement, et de deux, par Illumination. Et là, tu te dis, mais c'est du génie, pourquoi? Parce que Nintendo va chercher un studio qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas aussi connu, aussi, comment dirais-je, connoté que les Pixar, Disney ou DreamWorks, ou Blue Sky, même si Blue Sky, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler ces derniers temps. Mais voilà, et donc, voilà, ils ont eu l'intelligence de chercher un studio qui était fort, qui était dans l'air du temps, qui a fait ses preuves, mais qui n'était pas, voilà, qui était encore jeune. Et Illumination, c'est un très bon choix. Et on l'a vu d'après les premières bandes annonces au niveau visuel, rien que sur le visuel. Voilà. Ensuite, le film. J'y viens. Donc, voilà, c'est un film d'animation d'1h30 sur Mario. Donc, on a les origines. Donc, ils sont plombiers donc, avec son frère Luigi. Ils vont réparer. Donc, il va avoir un client. Et, ouais, ça me rappelle les débuts de Ghostbusters. Ils vont enfin avoir un client. Ils se déplacent. Et puis, donc là, ils vont tomber donc, dans les canalisations et Mario va rejoindre le royaume champignon. Et nous avons Luigi qui va rejoindre le monde de Bowser, maléfique. Voilà. Et donc, il appelle le monde sombre, je crois, le monde dark. Je l'ai vu en VO d'ailleurs, je tiens à préciser. Voilà, je sais que la VF est vraiment une hype et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai joué aux jeux vidéo étant enfant et les voix de Mario étaient toujours en anglais. Donc moi, voilà, de base, j'avais une affinité plutôt pour la version VO. Voilà.
Et donc, voilà, il débarque dans le monde champignon d'un côté et Luigi de l'autre est piégé. Donc, Mario va tenter de sauver Luigi. Et pour une fois, ce n'est pas justement comme dans les jeux vidéo où il tente de sauver la princesse. Mais là, il va avoir besoin de la princesse et de Toad. Et puis, donc après, c'est pas du spoil, mais évidemment, il va avoir besoin de s'entourer. Donc, il y aura également Donkey Kong qui sera là. Donc, ils vont aller... donc chercher des coéquipiers pour pouvoir se battre contre Bowser. Voilà, donc un scénario très très simple, hein, voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, en 1h30, on arrive à condenser tout l'univers Mario. Il y a énormément de références évidemment, ça joue beaucoup là-dessus, mais c'est pas simplement... Alors c'est un vrai doudou nostalgique évidemment pour une partie des spectateurs, mais de l'autre c'est un bon film d'animation, jeunesse, voilà, donc ça fonctionne en l'état. C'est ça que je tiens à préciser, hein, bien sûr, parce que parfois on peut nous dire « Ouais, mais Sonic c'était génial, il y avait des easter eggs aussi. » Parce que quand on regarde dans le plan, derrière, en flou, derrière, on voit qu'il y a un chiffre et ça refait... Non, ça c'est du bullshit. Là, vous avez des easter eggs, des clins d'œil qui servent la narration, ce qui est 1000 fois plus intéressant. C'est-à-dire que pour les néophytes, pour ceux qui n'y bitent rien, en gros, vous pouvez suivre ce film, voilà, en famille. Et voilà, et je vous le dis, au pire des cas, pour je sais pas, les parents ou les enfants, ou je sais pas, une partie qui n'a pas joué au jeu, eh bien, vous pourrez suivre ce film. Et vous pourrez prendre quand même un minimum de pied, parce qu'il y a de l'action, de l'aventure, voilà, il y a des scènes un peu drôles, tout ça. Et c'est très coloré, l'animation est fabuleuse, la séquence sur la route arc-en-ciel en carte est magnifique. Tout ça, c'est pas du spoil, hein, vous l'avez évidemment dans les extraits, dans la bande-annonce. Et tout est bien utilisé. Alors, il y a parfois des moments où c'est un peu prétexte, je dois l'avouer. C'est-à-dire que par exemple, l'utilisation des cartes, vous le verrez dans le film, ça tombe sur un cheveu sur la soupe, c'est comme ça, c'est arbitraire, il nous faut des cartes. Bon, ok, très bien. Alors qu'on aurait pu expliquer comment justement ils pensent, ils réfléchissent à utiliser les cartes, etc. Bon, c'est pas expliqué, enfin voilà, c'est un peu, ça arrive comme ça de manière un peu brutale. Bon, pourquoi pas, mais bon. Là, on sent que c'est un peu prétexte. Oui, il y a des moments un peu prétexte, bon. Mais ça reste réjouissant, c'est coloré. Il y a tous les personnages vraiment qu'on a envie de voir. Évidemment, il y en a qui sont réservés pour cette suite qui est déjà en préparation, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, c'est vrai qu'à la fin du film, vous comprenez que... Vous savez, c'est les fameuses scènes post-génériques, hein, j'en dis pas plus, mais voilà, vous comprenez que... il y aura évidemment une suite. Et je suis assez content d'ailleurs, parce que comme le premier volet est très réussi, ça rappelle évidemment tous les jeux auxquels on a joué. Quand on voit Luigi arriver dans le monde dark, là, comme ça, on pense à Luigi's Mansion, comme ça, parce qu'on est dans un... Il y a le côté un peu manoir, il y a le côté... voilà, donc au niveau esthétique, on pense évidemment à ça. Il y a des personnages qu'on voit dans des jeux aussi. Voilà. Et puis, encore une fois, je vous dis, ces personnages, même si vous ne les connaissez pas, vous allez les rencontrer grâce à ce film. Et vraiment, voilà, on peut quand même s'attacher à un ou deux persos. Toad est plutôt pas... Enfin, ouais, Toad est assez bien vu parce que dans les jeux, il est pareil. C'est un peu le champignon mignon, un peu foufou, qui s'emballe très très vite. Voilà, donc il est attachant, il est forcément attachant. Et puis la princesse Peach qui est complètement badass, et ça c'est bien, ça fait plaisir de voir que c'est pas juste la princesse qui est là. Non, elle est vraiment là pour se battre aussi, elle fait faire donc tout un parcours du combattant, on va dire, à Mario, et donc qui reprend les jeux vidéo, enfin les idées du jeu vidéo en fait. Donc c'est très très bien vu, et puis la princesse Peach justement, il faut rappeler aussi que c'est un personnage de Smash Bros, et donc elle se bat aussi hein, dans Super Smash Bros. Donc voilà, donc là vraiment, pour une fois dans les films du vendredi, là on parle de jeux vidéo, mais c'est un peu obligé quand on parle de Mario, qu'est-ce que vous voulez? C'est le matériau de base, donc je suis un peu obligé de me référer quand même au matériau de base. C'est pas une chaîne geek, justement, où on parle de cinéma d'exploitation, etc., de cinéma purement... Enfin, on parle de tout, en fait. C'est ça, le truc. C'est comme je suis un peu généraliste sur ma chaîne, je parle de tout. Bon. Mais voilà. Alors, le seul truc, je vais vous dire, clairement, parce que pour moi, ce film est une... On peut dire c'est une franche réussite dans le sens où vraiment ça respecte le matériau de base. C'est un vrai respect pour l'œuvre originale. Et ça, rien que pour ça, c'est à saluer, parce qu'à un moment donné, il y en a marre de ces adaptations foireuses, vraiment, où ça joue que sur l'aspect méta, où ça joue que sur l'aspect du multivers, ou des univers étendus, que si t'as pas lu tel machin, tel comics, tu comprends rien, etc. Non, là, ça clairement, c'est un vrai film de cinéma, qui rend hommage, évidemment, à une saga de jeux vidéo, mais qui pourra être accessible aussi pour n'importe quel public, et ça je tiens à le préciser que c'est joué énormément. Voilà, il y en a, ils verront peut-être pas tout le génie évidemment
Il verra peut-être pas tout ce qu'il y a à voir, mais il verra suffisamment pour passer un bon moment de divertissement devant un film d'animation jeunesse familial. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer, notamment. Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, qui est un peu dommage, c'est les tubes des années 80. Vous allez avoir, désolé, pour moi, c'est pas du spoil, quoi. C'est vraiment, on s'en fout, quoi. C'est pas très intéressant. Mais vous allez avoir des tubes des années 80. Vous allez avoir notamment un tube qui est très connoté Shrek, et ça, c'est un peu emmerdant, faut le dire. C'est I Need a Hero de Bonnie Tyler. Et là, vous vous dites quoi? Et là, dans l'inconscient collectif, justement, vous êtes obligé de penser à Shrek 2, quoi. Donc, voilà, là-dessus, j'ai un peu bugué. Je dis, pourquoi ce choix? Pourquoi I Need a Hero? On a compris, c'est un héros, d'accord, mais pourquoi faire ça? Pourquoi les musiques de Mario sont tellement... Il y en a déjà tellement que vous pouvez rester là-dessus et pas faire des tubes des années 80, quoi. Et puis ça sort un peu du contexte Royaume Champignon. On voit pas le rapport, quoi. En fait, vraiment, il y a un univers qui est déjà assez fort, quoi. D'ailleurs, les musiques sont formidables, hein. Koji Kondo, repris par Brian Tyler, c'est formidable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pourquoi insérer des tubes comme ça? Il y a Take On Me de AA. Vous dites non, et ça va être quoi le prochain? Vous avez aussi du AC/DC, enfin voilà. Et encore, c'est peut-être pas le pire parce que c'est dans une séquence où justement il y a la séquence des cartes, etc. Tu te dis bon, voilà, Thunderstruck, voilà, ça a un rapport avec le côté moteur, gros cylindré, etc. Enfin voilà, ça peut à peu près marcher. Mais pour moi, c'est un peu maladroit, quoi. C'est pas du niveau du reste du film, c'est dommage. Voilà. Donc encore une fois, c'est un scénario très simple, quoi. Voilà, faut pas chercher, voilà, faut pas chercher trop sur ce film. C'est vraiment pour rendre hommage à toute une saga de jeux vidéo, c'est vraiment l'objectif. Et en même temps, c'est très bien fait, parce que moi, ce que je trouve palpitant, c'est que les séquences vraiment d'action, d'aventure et tout, bah là, pour le coup, elles sont suffisamment palpitantes, justement, pour vous faire oublier le scénario très simple, tout ça, parce que c'est visuellement magnifique. Et il y a des trouvailles sur les plans, comme ça, la route arc-en-ciel, ça reprend évidemment, là je reparle des jeux évidemment, mais l'idée, on a tous eu l'idée de sauter comme ça la route arc-en-ciel pour rattraper le niveau d'en dessous, pour gruger un petit peu, voilà, pour ceux qui ont joué à Mario Kart. Mais enfin voilà, pour moi je pense que c'est de l'inconscient collectif, je le répète, pardon. Voilà, donc, ouais, non, pour moi, c'est une réussite. Ça faisait tellement d'années en plus qu'il n'y avait pas eu d'adaptation. Comme je vous le dis, donc, le nanar de 93 a fait que Nintendo n'a plus eu confiance voilà, envers les Américains pour produire justement une œuvre adaptée de leur saga vidéoludique. Et ça a duré des années comme ça, mais des années et des décennies. Et il a fallu donc l'élément déclencheur, pour tout vous dire, et je pense que c'est tombé à pic, c'était le parc d'attractions qui est né justement voilà, dans les studios Universal. Donc Universal, donc d'abord au Japon, Osaka, il me semble, et ensuite ils ont fait la même version à Universal Studios Hollywood, voilà, Los Angeles. Donc là, vous avez une partie du parc Universal Studios, où vous avez un univers Mario, et donc c'est venu de là. Et le succès énorme, parce que c'était d'une fidélité incroyable ce parc, a fait que, justement, après Nintendo, eh bien, s'est dit, bah, pourquoi pas retenter l'expérience, mais dans ce cas-là, avec un film full animation. Voilà. Et donc je trouve que voilà, c'est tombé à pic cette affaire. Et Illumination, qui est pourtant évidemment un peu connoté, moi moche et méchant, les mignons, etc., eh ben, malgré tout, arrive aussi à injecter, à insuffler son univers avec un personnage de chien, etc., qu'on voit, mais qui n'est pas un personnage important, mais dans l'introduction du film. Voilà, par exemple, donc on retrouve un peu le côté comme des bêtes, tous en scène, bon voilà. Ils injectent un peu aussi leurs pattes, mais ils conjuguent leur univers avec celui de Mario. Et c'est tellement fidèle, c'est incroyable. Le visuel de Bowser est incroyable. Voilà. Alors il y a des moments un peu cheesy, bien sûr, parce que voilà, il y a des chansons, mais c'est pas comme chez Disney, c'est un peu parodique. Vous verrez, c'est plutôt parodique d'ailleurs. Je dirais que c'est plus du niveau d'une blague à la Shrek, quoi, les séquences musicales. Voilà. Mais il y a des petites blagues comme ça. Mais ouais, il y a beaucoup de clins d'œil. Et encore une fois, je vous dis, les clins d'œil servent la narration du film. Donc, ce qui est quand même incroyable. Ça fait tellement d'années que j'attends ça, moi. Vraiment. Et c'est pas une question de mieux connaître l'univers Mario qu'un autre univers, je tiens à préciser. C'est vraiment parce que, oui, en prenant du recul, on s'aperçoit que ça fonctionne dans tous les cas. Voilà.
Alors, je ne veux pas encenser totalement, c'est pas... Voilà, mais c'est-à-dire que de manière autonome, si, ça fonctionne quand même, quoi. Si, ça fonctionne quand même. Mais c'est un film qui est sans prétention, voilà, qu'aurait pu naître fin 90, début 2000. Voilà, alors c'est aussi pour ça que ça vient un peu titiller le trentenaire, bien entendu, qui va se retrouver dans sa jeunesse, quand il joue aux jeux vidéo. Ça vise ce public-là, bien entendu, mais il reste un film d'animation, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas pour rien, quand même, que là, on voit le gros succès de ce film d'animation. Certes, il était très attendu, mais il rend vraiment justice à la fois au travail d'Illumination, qui met vraiment sa patte, mais je le dis, sa patte vraiment là voilà, là je parle d'identité vraiment visuelle, il y en a une. Voilà, Illumination qui adapte Mario, ils viennent intégrer en fait leur patte et la mettre au service de l'univers et de l'histoire du Super Mario. Voilà. Donc, pour moi, c'est une franche réussite. Et vous aurez, donc là je parle plus aux geeks, vous aurez bien entendu tous les clins d'œil que vous attendez sur voilà, des gimmicks musicaux, sur des répliques, sur des objets, voilà, et c'est très fidèle. Voilà. Alors certains pourront peut-être dire qu'on aurait pu adapter un jeu et pas forcément voilà, considérer que tous les jeux font partie du même univers et tout ça. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, au contraire, ça enrichit un petit peu l'aventure et comme ça, on adhère tout de suite justement aux objets, aux véhicules utilisés tout de suite parce qu'on comprend, on sait que c'est logique en fait dans l'histoire de Mario, donc pour moi, ça ne me choque pas. Voilà, donc on passe un bon moment, c'est fidèle, c'est beau, c'est visuellement magnifique. Donc voilà, écoutez, pour moi ça fonctionne, Super Mario Bros. Le film, je le recommande. Et voilà, vous ne m'attendiez peut-être pas sur ce film aujourd'hui. C'est vrai que je n'avais pas parlé de Sonic, j'avais parlé que du teaser à l'époque. Mais je me souviens d'ailleurs d'avoir une fois parlé de Pokémon Détective Pikachu et voilà, je pense que la vidéo avait fait un flop. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais peur de réitérer l'aventure, mais voilà. Écoutez, je tenais quand même en plus aujourd'hui à vous parler voilà, en plus des Trois Mousquetaires, quand même, de vous parler de ce film qui, pour moi, était important. Voilà, j'ai aussi baigné dans les jeux, et les jeux Mario, les jeux Nintendo, donc voilà. Je pense que maintenant, Nintendo peut être rassuré, il peut désormais adapter ses sagas vidéoludiques au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, coucou à vous, n'hésitez pas à faire un petit clic simplement sur s'abonner, ça permet de soutenir la chaîne, donc merci d'avance à vous. Vraiment, ça fait vraiment plaisir et je remercie aussi les fidèles abonnés depuis tout ce temps, bien entendu. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, sur ce que vous pensez des deux films du jour, ça m'intéresserait vraiment. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!